écho, pardon. Bonjour à tous, bienvenue à tous, évidemment, pour ce 5e rendez-vous de l'édition du Handitech Trophy. Je suis Carla, responsable marketing chez Jumping Live, qui est co-organisateur du concours avec BPI France. On se retrouve aujourd'hui pour une rencontre un peu exclusive avec vous tous, collaborateurs des entreprises sponsors de l'événement, qui vont s'afficher tout de suite à l'écran et que je vais pouvoir citer. OSI, BPI France, Bureau Veritas, CGI, le Crédit Agricole, S2I, la SNCF, Soprasteria, la Sécurité sociale, Experis. On a aussi le Fonds de garantie des victimes, le groupe MEHS, ST Microélectronique, Valeo et puis Capgemini. Donc encore un grand merci évidemment à ces sponsors qui permettent de mettre en lumière l'événement et évidemment tous les porteurs de projets. Après plusieurs temps de rencontres, de mobilisation pour évaluer, promouvoir et soutenir évidemment les projets innovants en faveur de l'inclusion. Il est temps pour vous de les découvrir un peu plus, de mieux les connaître, de mieux connaître les 7 lauréats du Handitech Trophy 2021. Alors voilà, on peut les voir à l'écran du coup. Donc Emoface, Handsome, Arta France, Le Messageur, Givision, EcoSign et Psychotonemia. Alors vous les avez découverts pendant un vote du 11 au 17 octobre. Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour les découvrir et puis pour élire évidemment vos lauréats. Et ils sont avec nous aujourd'hui, ils seront là dans quelques instants. Avant de démarrer, juste quelques petites informations concernant le live. Je vous invite évidemment à réagir dans le chat directement sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Évidemment, l'idée, c'est que les lauréats puissent y répondre en direct et réagir à vos interrogations, vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Et puis, autre information importante, on vous a mis dans le chat un lien qui permet en fait d'accéder à la retranscription du live en direct. Donc, voilà, pour rendre cette conférence tout à fait accessible à tous. Merci à tous d'être présents avec nous. On va maintenant pouvoir accueillir évidemment nos 7 lauréats. Je sais que vous êtes impatients de pouvoir les découvrir évidemment leur parcours. On va voir ensemble que au-delà d'être évidemment des projets innovants sur le plan social, technologique, on va découvrir aussi des parcours d'entrepreneurs qui ont choisi d'innover au service du bien commun, des hommes, des femmes qui viennent des 4 coins de la France et qui représentent aujourd'hui ce qu'on peut appeler la tech for good. Écoutez, on va les faire entrer tout de suite. Je vous propose d'accueillir tout de suite Ophélie Morel, fondatrice de Psychotonomia, projet lauréat de la catégorie santé et bien-être. Bonjour Ophélie. On accueille Bonjour. aussi Jalard, président Arta France, projet lauréat de la catégorie solutions de mobilité. Adela Barbulescu, CEO de Emoface, projet lauréat de la catégorie éducation et famille. Julien Delamorte, fondateur de Handsome, qui est projet lauréat de la catégorie accessibilité digitale et aussi du prix coup de cœur BPI France. On accueille aussi Élodie Drapery, cofondatrice et CEO de Givision, projet lauréat de la catégorie Sport JO 2024. Évidemment, on accueille aussi Yann Griset, qui est gérant et cofondateur de Le Messageur, projet lauréat de la catégorie emploi. Et puis, on termine avec Mélissa Cocan et Raphaël Canin, tous les deux avec nous en direct pour le projet EcoScience, qui est projet lauréat de la catégorie projet étudiant. Merci à tous, bonjour à tous évidemment et merci d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir pour ce tout dernier rendez-vous qu'on a programmé pour évidemment faire partager vos parcours et en savoir un peu plus aussi sur vos projets qui ont évidemment séduit l'ensemble des collaborateurs et sur lesquels on voudrait aujourd'hui faire un peu plus le focus et que vous puissiez partager vos parcours, vos expériences, vos motivations et puis évidemment les étapes futures qui arrivent pour vos projets. Donc j'aimerais encore une fois vous féliciter évidemment pour ces prix que vous avez pu remporter. Vous étiez plus de 155 projets au départ évidemment à concourir pour le concours. Et vous êtes les 7 à avoir passé la ligne finale, donc encore félicitations à vous tous. Pour démarrer, histoire de faire un premier tour de table pour que tout le monde puisse vous connaître un peu mieux, j'aimerais qu'on reparte sur vraiment le point de départ de vos projets, l'histoire de vos projets, qu'on puisse repartir vraiment du commencement. On peut commencer avec toi, Ophélie. D'où est venue l'application Ophélia? Moi, j'étais encore étudiante en psychologie, du coup, et je remarquais que mon maître de stage utilisait le téléphone comme outil de l'éducation.
Et au cours d'un autre stage, en fait, je me rendais compte qu'on ne proposait pas vraiment de solution pour les personnes qui avaient un trouble de la mémoire, pour leur redonner de l'autonomie, du pouvoir de faire. En général, les solutions étaient dépendantes d'un proche ou de l'aide à domicile, ou elles étaient temporaires. Donc, par exemple, la rééducation, donc, par la suite, du coup, il y avait un oubli, notamment pour les pathologies dégénératives. Et je connaissais un ami qui était entrepreneur, et du coup, il m'a montré que l'entrepreneuriat était ouvert à tous, qu'on pouvait tous essayer. Donc, je me suis lancée là-dedans quand j'étais encore étudiante. Je montais mon projet à côté et je l'ai fait évoluer au fur et à mesure. Et maintenant, est né Psychotonomia, avec son soutien aussi. Il m'a beaucoup aidée parce qu'au début, c'était compliqué. Oui, on va en parler des soutiens aussi. C'est vrai que ce sont des éléments importants. On va parler aussi d'Ophélia un peu plus en détail tout à l'heure. De ton côté, Rémi, avec Arca France, raconte-nous un peu le point de départ de ce projet. Ah, je ne sais pas si on t'entend bien, Rémi. Ah, c'est bon, je suis plus en mute. Du coup, le projet a débuté il y a peut-être 3-4 ans maintenant. Donc, j'étais encore étudiant. Donc, c'est un projet qui développait au fur et à mesure. Au début, c'était juste une idée face à une problématique. Donc, les non-voyants, la meilleure technologie qu'ils ont pour se déplacer, c'est la canne blanche. Donc, ce qui est très limité pour eux. Donc, on a commencé à réfléchir à une solution qui permettrait de les aider. Et au fur et à mesure des années, on a développé cette solution sur laquelle on travaille. Donc au début, l'objectif, c'est vraiment de cadrer pour restreindre au maximum le projet, pour aider vraiment au mieux, avoir une technologie simple et efficace. Et avant ça, je développais des jeux vidéo. J'avais créé une boîte dans les jeux vidéo. On faisait des jeux vidéo pour téléphone. Et sauf que c'est un peu moins intéressant que travailler sur un projet vraiment utile. D'accord. Bon, on en discutera un peu plus tout à l'heure, surtout sur le dispositif technologique qui accompagne forcément le projet. On en découvrira un peu plus tout à l'heure. De ton côté, Adela, qu'est-ce que tu peux nous dire de la naissance de ce projet Emoface? Du côté Imoface, l'histoire a commencé il y a presque 8 ans au sein de l'université Grenoble-Alpes où moi je faisais une thèse en informatique et sur la digitalisation des émotions et en gros sur des méthodes des algos d'intelligence artificielle pour créer des avatars 3D capables d'exprimer des émotions. Et c'est à ce point-là que je trouvais beaucoup d'articles scientifiques, surtout en psychologie, sur les outils visuels pour l'entraînement des compétences sociales pour les personnes autistes. Et c'est à ce point-là que j'ai eu l'idée d'utiliser les avatars 3D pour créer un outil d'apprentissage plutôt dans la santé et pour des personnes qui ont des difficultés dans les interactions sociales, comme les personnes autistes. D'accord, bon pareil, on découvrira un peu plus l'application tout à l'heure et tu pourras nous en dire un peu plus sur les fonctionnalités et comment aussi on peut se saisir de cette application au quotidien. De ton côté, Julien, avec Ensom, quelle a été l'histoire de cette carte bancaire connectée? Alors, l'histoire, c'est tout simplement que j'approchais un petit peu la quarantaine, donc j'allais faire un petit peu ma petite crise de la quarantaine. Et avant de la faire, en fait, je me suis posé pas mal de questions de quel était le sens de ma vie, qu'est-ce que je pouvais donner comme sens à ma vie. Et du coup, en tant que banquier que j'étais à la Société Générale, j'ai voulu concilier en fait mes compétences professionnelles qui sont celui de la banque avec les compétences que je développe au fur et à mesure de ma vie en tant que personne handicapée. Et en ayant l'envie de concilier un petit peu ces deux mondes, on était en train de réfléchir à comment rendre la banque plus inclusive pour les personnes en situation de handicap. Alors après, il y a plusieurs façons de la rendre plus inclusive. Et donc, avant même de commencer Ensom, on a fait une cartographie sur l'ensemble des produits et des services bancaires qui existaient sur le marché. Et on s'est rendu compte qu'à peine 3% d'entre eux étaient accessibles et que 97% d'entre eux ne l'étaient partiellement ou pas du tout accessibles. Et donc, quand on a regardé un peu tout ça, on a questionné après notre base, nos différents bêta-testeurs, et on s'est rendu compte que la plus grosse problématique, qui est le cœur même d'un banquier, qui est de fournir des moyens de paiement sécurisés, on s'est rendu compte que les déficients visuels, en fait, étaient les plus victimes de fraude arnaque-erreur lors de leur paiement. Et avant même d'arriver après sur la carte de paiement connectée, on a eu une grosse réflexion, c'était de savoir est-ce qu'on travaille sur un terminal de paiement électronique accessible? Et dans ce cas-là, c'était les commerçants qui devaient changer de terminaux et donc du coup les rendre accessibles.
ou est-ce qu'on travaille sur une carte de paiement accessible et c'était aux déficients visuels eux-mêmes d'être acteurs de leur propre inclusion. Vous connaissez la suite de l'histoire et puis je crois qu'on aura l'occasion de développer un peu plus tard Tout à tout fait, ça. tout à fait. On en discutera, mais c'est bien de savoir du coup qu'il y avait quand même deux idées, en tout cas, deux approches différentes du projet et je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. Il y a des prises de décision qui se font à des moments clés, forcément. Exactement. C'est C'est ce qu'on appelle des aussi ça, pivots dans le l'aventure. monde de la start-up. C'est ça. Merci Julien. De ton côté, Elodie, avec Division, comment est né ce projet? Alors, l'approche des JO 2024, on appréhende et on voit un peu où le projet va aller, mais comment est né ce projet? Alors, le projet est né d'une réflexion en fait sur l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, moi, j'ai commencé avec 2 associés qui étaient un peu voilà des geeks et qui étaient très intéressés par tout ce qui était lunettes électroniques. Et donc cette réflexion avec comment on pouvait créer le plus d'impact possible. Et on a vraiment essayé de comprendre les besoins, enfin l'application en fait des lunettes électroniques. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait vraiment changer la donne pour les personnes qui vivaient avec un handicap visuel. Donc, on a commencé à prototyper différentes choses pour mieux comprendre ces besoins. Et c'est là où on s'est vraiment rendu compte du potentiel, en fait, de ce type de technologie pour les personnes à déficience visuelle. Donc, pas forcément les personnes qui sont complètement aveugles, mais c'est comme ça que donc est parti, a été créé Give Vision avec l'implication d'une centaine de personnes qui nous ont aidés à développer le premier produit. Super. Le premier prototype produit, on en est. Le premier, oui, prototype, produit. Après, on se dit que c'est jamais vraiment un produit fini, donc on va dire prototype. Aussi. Super. Bon, on aura l'occasion de voir, et puis on aura quelques images aussi où on voit un peu mieux le prototype. Ça montrera à tout le monde de mieux se projeter. De ton côté, Yann, avec le messageur, on est plus sur la thématique de l'emploi, de rendre accessibles les réunions professionnelles notamment. Quel a été le point de départ et justement peut-être la réflexion autour de ton projet? Alors, nous, de notre côté, on a toujours voulu mettre à disposition des outils, parce qu'on sait que les prothèses auditives ne sont pas magiques et qu'il y a quand même des limitations. Et on cherche toujours les outils qui vont bien pour les personnes. Donc, on a créé un certain nombre de choses, notamment la valise d'Illuse. Et puis, on s'est rendu compte, alors la valise d'Illuse, c'est une sonomobile qui envoie le son dans les prothèses auditives, qui envoie le son à l'interprète de l'écrit, mais qui aussi permet, par ses micro-bâtons de parole, de réguler la parole. C'est un peu les 3 ingrédients de l'accessibilité pour les personnes déficientes auditives. Et puis, on s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas tout ça dans un smartphone? On s'est rendu compte que tout le monde avait un smartphone, notamment dans le milieu de l'entreprise, que la technique avait évolué et que tout était possible. Donc, on s'est dit, allez, on y va, on l'a toujours sur soi, ça tient dans la poche. Donc, on va créer un outil qui permet d'avoir l'accessibilité dans sa poche. C'est comme ça qu'est né Messagine. Et après, bien évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu faire des tests. Mais c'est le point de départ, c'est de se dire, on va arrêter de se déplacer, comme je dis bien souvent, avec une brouette de matériel, un smirmorgue de matériel, ce qui était vrai à une époque où on avait le micro, le machin, le truc pour tel type de réunion ou tel type de réunion. Voilà. C'est ça, l'idée d'alléger un peu tout le dispositif pour permettre d'inclure, en tout cas dans le milieu de l'emploi. On avait Natacha qui mettait un commentaire, bravo à tous les lauréats pour ces beaux projets. Elle vous félicite et elle vous dit vous œuvrez pour une société plus inclusive. Vous êtes acteur de cette société plus inclusive. Merci Natacha pour le commentaire. On va terminer avec Mélissa et Raphaël, pardon. C'est ça, je me suis rappelée. Mélissa et Raphaël, merci à tous les deux d'être là. Vous avez amorcé Ecosyn dans le cadre de vos études. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'Université de Paris, qui organise un concours chaque année pour mobiliser les étudiants justement sur des thématiques d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix, finalement, d'avoir choisi ce projet au service du handicap, de l'inclusion? Oui, alors donc on est étudiant à l'ICI Paris.
Et l'an dernier, on a eu carte blanche pendant 2 mois pour faire un projet sur ce qu'on voulait. Et on a passé beaucoup de temps à chercher un sujet. Il faut savoir que la période de projet dure 2 mois et qu'un mois avant qu'elle commence, on a commencé des réflexions pour trouver un sujet. On voulait vraiment produire quelque chose d'innovant, mais aussi d'utile à la société. Et je me souviens, c'était lors d'une réunion qu'on a eue avec toute l'équipe. Donc, on est 5 dans l'équipe. Raphaël, qui est avec moi aujourd'hui, Romain, Rémi et Joël. Et donc, je me souviens qu'au cours de cette réunion, on cherchait, on avait tous des idées, mais on n'était pas vraiment satisfaits. Puis Rémi nous a proposé de travailler pour la langue des signes française. Et là, c'était le déclic et on s'est dit, OK, on part là-dessus et on est parti dans le trilan. Super. Bon, on en saura un peu plus sur le dispositif qui accompagne l'application EcoSign. Merci à tous pour cette petite introduction. Ça permet vraiment de voir d'où vous êtes partis sur vos projets. Et on voit évidemment derrière chacune de vos solutions se profile une histoire, une expérience, parfois un vécu qui donne vie vraiment à vos projets. Et on voit aussi que vous mettez évidemment l'humain au cœur de vos innovations. Pour qu'on comprenne justement un peu mieux comment de manière concrète vos solutions peuvent être utilisées au quotidien, à qui elles peuvent servir de manière parfois ciblée et des fois un peu plus large. Je vous propose justement que chacun puisse dire un mot sur cette solution, comment elle fonctionne et à qui elle est destinée. On peut recommencer le tour de table avec toi, Ophélie. Tu as le micro coupé. Hop, oui. Donc, moi, la solution, du coup, ça serait sur téléphone ou sur montre. Elle s'appelle Ophélia, du coup. Et la solution a pour objectif pour l'instant, en première fonctionnalité, de rappeler les événements et les activités en cours. Donc, elle sera composée aussi d'une assistante vocale pour permettre de verbaliser en fait les rappels, pour pas que la personne est forcément obligée de regarder son téléphone ou sa montre. Et la personne pourra répondre oui ou non vocalement, justement, pour éviter un peu l'interaction numérique, justement, pour les personnes âgées. Et pour l'instant, du coup, nous basons sur une seule fonctionnalité, mais par la suite, on envisage d'autres fonctionnalités, comme la localisation des objets, le rappel de souvenirs et aussi une sorte de dictionnaire adapté. Et ajouter aussi une intelligence artificielle pour que, justement, l'application puisse s'adapter à la personne et à ses événements, à son quotidien. Et une dernière chose, l'application, les aidants à domicile, les aidants familiales et pourquoi pas le médecin généraliste pour avoir accès justement à distance à l'application, un peu pour voir si la personne a bien réalisé les événements, vu qu'il y a un système de vérification pour s'assurer vraiment que la personne a, par exemple, s'est bien lavé ou a bien pris son médicament, a bien mangé, etc. Pourquoi pas suivre l'évolution de la personne et de ses difficultés. D'accord. Je rappelle que Psychotonomia et Ophélia, le projet, c'est évidemment de redonner de l'autonomie et du pouvoir de faire aux personnes qui ont un trouble de la mémoire. On est sur que la personne puisse se débrouiller tout seul, ou du moins qu'elle n'ait pas à demander à chaque fois à l'aidant de répéter plusieurs fois la même chose. Donner de l'autonomie. Ça marche. Merci Ophélie. De ton côté, Rémi, Arta France développe un dispositif haptique. Alors, on va peut-être devoir revenir sur cette notion qui peut-être est pas forcément connue de tous, donc peut-être revenir sur cette notion. Donc, un dispositif haptique qui est situé sur une ceinture dorsale et qui, couplé à des capteurs situés sur des lunettes, va pouvoir permettre d'afficher en fait les obstacles qui vont se trouver dans l'environnement en tout cas de la personne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton dispositif et à qui il s'adresse ? Alors nous, on développe un dispositif qui permettrait aux aveugles et aux malvoyants de percevoir leur environnement. Ils verront, mais en version très simplifiée. Donc on a des lunettes connectées qu'on est en train de développer et on a une ceinture. Donc la lunette connectée, elle enregistre tout ce qu'elle voit. Et après, la ceinture, elle transmet les informations du coup aux nerfs qui transmettent ça au cortex visuel du cerveau. Donc l'utilisateur voit par la peau. C'est du coup, on remplace le sens de la vue par le sens du toucher. Donc les utilisateurs voient vraiment le relief de tout ce qui est en face d'eux et ça leur permet de se déplacer sans encombrement. Du coup, donc là, on voit la partie matérielle, mais après, ce qu'il faut imaginer, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est le logiciel derrière. Parce qu'il faut envoyer des signaux qui soient compris facilement par le cerveau. Par exemple, notre vision, elle est vraiment incomplète. C'est notre cerveau qui fait le gros du travail. Vous avez par exemple une zone d'ombre dans votre cerveau, dans votre vision, qui fait qu'il y a une sorte de zone noire
où vous voyez rien, mais vous n'en avez pas conscience parce que votre cerveau comble le vide. Donc ça, vous pouvez le voir en une image de l'œil ou choses comme ça. Vous voyez tout ça, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience au quotidien. Donc c'est là-dessus l'énorme travail. Donc comment envoyer des bonnes informations au cerveau pour que lui puisse le comprendre. Je ne sais pas si c'était très clair. Et au quotidien, voilà, si demain j'ai des dispositifs avec moi, concrètement dans l'environnement, comment va se passer justement le quotidien de la personne? Donc déjà, la personne s'équipe, donc met les lunettes, la ceinture, et après, dès que le dispositif est allumé, ils vont voir le relief de ce qui est en face d'eux. Donc ils vont sentir telle forme qui fait à peu près 1 mètre de hauteur et pas très large, etc. Donc la logique fait qu'ils devinent que c'est une chaise. Exactement comme nous on fait avec Nourdu, on reconnaît les formes et on détecte ce que c'est. Et donc là, avec cette vision, donc les gens sont capables de repérer qu'il y a une table à cet endroit, qu'il y a un couloir. Donc ça leur permet de se déplacer sans rien heurter, tout en comprenant leur environnement. Comprendre l'environnement, ça sert aussi à se localiser. Parce que quand on se déplace en aveugle, c'est très compliqué de savoir si on a fait 1 mètre, 10 mètres, où est-ce qu'on est. Alors que quand on a conscience de l'environnement dans lequel on est, c'est très facile de se repérer. Les aveugles, on se perd très facilement et nous, on se perd beaucoup moins parce qu'on a des points de repère. Ce que tu disais aussi au Wandipi, tu as la cérémonie, c'était de pouvoir redonner justement le pouvoir aussi de décision à la personne. Tu évoquais l'histoire d'un sac, par exemple, qui se trouve devant nous. De pouvoir décider de savoir si on va l'enjamber parce qu'on sait à peu près quelle forme il a et si on peut ou pas l'enjamber ou si on doit se détourner. C'est aussi de pouvoir redonner un peu d'autonomie et de pouvoir de décision à la personne en l'équipant de dispositif. Oui, donc en fait, le dispositif donne des images. Donc c'est un peu comme entre un Google Maps et un GPS. Google Maps, vous voyez du coup toute la carte, c'est à vous de choisir votre itinéraire, etc. Ou le GPS qui vous dit avancez de 50 mètres, tournez à gauche, etc. Donc le problème du GPS, c'est qu'il faut lui demander exactement ce qu'on veut. Donc pour un déplacement, c'est facile en extérieur. Mais après, ça veut dire qu'en permanence, on doit dire ce qu'on a besoin de voir. Alors que nous, en permanence, on change de sujet sur lequel on se focalise. Parfois, c'est le déplacement, parfois, c'est trouver un objet. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est comme on donne des images, donc c'est à l'utilisateur de voir ce qu'il veut voir. Donc s'il veut chercher sa bouteille sur la table, il va repérer une forme qui est similaire. S'il veut attraper quelque chose qui est loin sans rien renverser, il va éviter cet obstacle sans se demander qu'est-ce que c'est. En fait, c'est exactement offrir la même possibilité à l'utilisateur que nous avons avec la vue. Top. Donc c'est vraiment pas être dans l'assistanat, c'est être dans le fournir des informations et après, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent. Ça marche. Merci beaucoup, Rémi. De ton côté, Adela, avec Emoface, donc c'est une application qui est destinée à entraîner justement les enfants autistes, tu en parlais tout à l'heure, à reconnaître les émotions, pouvoir exprimer aussi les siennes, les gérer, comprendre aussi les intentions d'autrui, donc vraiment une application autour des émotions et destinée aux personnes autistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous parler peut-être des fonctionnalités, comment ça va se matérialiser? Je commence par expliquer un peu plus quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes autistes. D'ailleurs, dans plusieurs types de troubles neurodéveloppementaux, en gros, il y a un fonctionnement du cerveau qui est différent et qui fait qu'il y a des difficultés, des différences de la perception. Ce sont donc des personnes qui peuvent, par exemple, regarder avec plus d'attention les détails derrière les personnes et pas les visages. Et ensuite, qu'ils ont des difficultés à vraiment reconnaître les émotions ou à les exprimer. Et c'est ici que nous, donc, on crée des activités ludiques pour tablettes tactiles ou pour smartphone, où l'idée, c'est de entraîner les différentes compétences, comme par exemple identification des expressions faciales, reconnaissance de l'émotion. Et là, très concrètement, on montre des différents visages des avatars que nous, on peut contrôler derrière. Et on peut changer à la fois leur morphologie, ce qui est très important parce que c'est un entraînement qui a besoin de se faire sur le plus de contenu visuel possible. Afin que ça soit efficace. Et donc, on montre des différents
têtes d'avatar, déjà on dirige l'attention vers les expressions faciales, on commence à les nommer. Ensuite, on travaille sur la compréhension de l'émotion, comment associer différentes expressions avec l'émotion et finalement, comment la travailler en contexte. Merci beaucoup, Adela. Donc, ouais, c'est vraiment une application en environnement dédiée autour des émotions pour faire justement travailler les personnes autour des émotions et de leur donner évidemment voilà, un peu de perspective et au niveau des relations sociales qui sont évidemment très importantes, un enjeu fort pour les personnes qui sont autistes. Merci, Adela. On va passer à toi, Julien, avec Ensom. Qui propose, donc on l'a dit, une carte de paiement connectée. Donc tu nous parlais tout à l'heure de la prise de décision en s'orientant plutôt sur une carte de paiement. À quoi elle sert demain, moi, si je me retrouve à faire mes courses et à être justement avec cette carte connectée, comment ça se passe pour moi? Alors, en effet, donc du coup, comme vous l'avez su, on avait fait le choix entre le TPE et la carte. Donc du coup, on est parti sur la carte connectée. Concrètement, comment ça se passe? On insère la carte comme on le fait aujourd'hui avec une carte classique dans le TPE et elle se connecte automatiquement au smartphone qui va prendre le relais pour pouvoir vocaliser tout ce qui est écrit sur le terminal de paiement électronique. Ça va permettre en fait aux déficients visuels de pouvoir entendre ce que nous, on peut lire sur le TPE. Le montant à payer, 15,90 €, tapez votre code, code faux, code bon, en transaction en cours de réalisation ou pas, paiement accepté, paiement refusé, et ainsi de suite. Ça va vraiment retranscrire tout ce qui est écrit sur le terminal de paiement électronique sur le smartphone de façon à ce que ça soit vocalisable à travers les logiciels de synthèse vocale. Ça sert donc en effet aux personnes qui sont dites déficientes visuelles, mais ça sert aussi à d'autres troubles du handicap, comme par exemple des autistes où en fait ils n'ont pas forcément l'envie de lire, des personnes qui ont des troubles de la lecture aussi, et ainsi de suite. Ça sert à vraiment un spectre plus large. Et encore, pour terminer aussi sur le spectre, on s'est rendu compte aussi, puisqu'on est en train de voir ça du côté des pays de l'Est, des pays transfrontaliers, la Bulgarie par exemple, où en fait, ça va leur permettre de traduire dans leur langue à eux tout le protocole de paiement quand ils vont partir en Lettonie ou ailleurs. Ce qui veut dire que nous, si on part en Chine et qu'on ne parle pas le mandarin, du coup, ça va traduire en français sur le smartphone du porteur de la carte tout ce qui se passe sur le TPE chinois. Donc, c'est quelque chose en fait qui aujourd'hui, on l'avait pensé pour les déficients visuels, mais on ne désespère pas que ça serve demain à tous et à toutes. Bien sûr, c'est ce qu'on voit hein, souvent sur les innovations qui à l'origine sont souvent ciblées sur un public. Et en fait, on voit que de manière plus large, en fait, ça peut servir. Tu parlais de la traduction, c'est sûr que si on se déplace dans un pays, qu'on peut avoir la transcription de ce qui est des montants et d'autres choses, c'est évident que ça peut servir au plus grand nombre. Et c'est ça aussi qui fait la force des projets qui sont à l'origine ciblés sur la déficience visuelle, auditive parfois, parce qu'il faut toujours un point de départ évidemment, mais on se rend vite compte en général qu'on peut élargir à d'autres publics et même au grand public de manière générale. Merci Julien pour ces précisions. Elodie, Sec Plus Sport, donc c'est un casque qui permet d'améliorer la vision et de pouvoir suivre une épreuve sportive, tu le disais tout à l'heure. Alors évidemment, on pense aux spectateurs dans les stades de foot, tu vas pouvoir nous parler de Chelsea notamment, mais on pense aussi au JO 2024 forcément, et on se dit que ça pourrait aider tous les spectateurs qui ont des problématiques à pouvoir suivre toutes les épreuves de la meilleure façon possible. Oui, effectivement, c'est vrai que quand nous on a développé SciPlus, on regardait surtout certaines activités de la vie quotidienne, comme lire son courrier ou regarder la télé. Et on s'est rendu compte que voilà, comme ça combine, en fait, il y a une combinaison entre tout ce qui est le visionnage à distance et proche, que certains utilisateurs, de nos utilisateurs, l'avaient pris pour regarder un match de foot ou l'avaient emmené pour voir une course. Donc, c'est là où on s'est dit, OK, il y a vraiment un potentiel pour améliorer en fait l'accessibilité de ces lieux, de ces structures d'accueil, en fait, d'épreuves sportives, pour que les personnes puissent suivre ce qui se passe. Et pour ça, on s'est dit que voilà, on avait déjà quelque chose qui marchait, mais on pouvait l'améliorer encore plus
notamment, c'est ce qu'on est en train de faire avec le stade de Chelsea, c'est-à-dire que dans un stade, vous avez des écrans énormes et l'idée, c'est effectivement juste de pouvoir connecter en temps réel le casque à ces écrans pour que la personne puisse décider si elle regarde en fait l'épreuve juste en utilisant le zoom de l'appareil ou si elle se connecte directement à l'écran pour avoir une meilleure qualité d'image. Et alors je parlais de l'horizon JO 2024. Donc aujourd'hui, tu travailles avec notamment le stade de Chelsea. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sur d'autres, donc là c'est orienté sur le foot, mais est-ce qu'il y a d'autres épreuves sportives sur lesquelles vous pouvez travailler ou être en contact justement pour essayer d'élargir le spectre et demain essayer d'être là sur toutes les épreuves sportives qui peuvent avoir lieu? Oui, effectivement, ça va être un enjeu pour nous. Mais l'avantage de l'appareil, c'est que voilà, l'appareil, il est portable. Il peut être utilisé n'importe où, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment essayer de piloter, c'est un peu différents types de structures d'accueil pour voir comment être sûr que l'appareil puisse être utilisé dans les meilleures conditions. Mais effectivement, il pourrait être utilisé dans toutes les conditions. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas forcément waterproof. Donc, bon, voilà, il faudra penser peut-être à ce détail pour Oui, c'est un détail, l'utilisation. mais qui peut être important, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Élodie. Yann, de ton côté, avec l'application Messaging, elle transmet justement dans les appareils auditifs le son de la voix de la personne qui parle et va proposer un sous-titrage en temps réel. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir inclure la personne. Alors ça peut être là spécifiquement en emploi pour des réunions professionnelles, mais ça peut évidemment être élargi à notre temps quotidien. Quels sont les enjeux autour du dispositif? Comment ça fonctionne en réunion, par exemple, professionnelle? Alors, les enjeux principalement, c'est le zéro renoncement. C'est-à-dire que dans le quotidien d'une personne déficiente auditive, on se lève le matin et on fait les comptes, on regarde les réunions qu'on a dans la journée, les temps d'échange, les temps de discussion, de manière à pouvoir se dire, est-ce que là je vais assurer, est-ce que là je vais pouvoir suivre, est-ce que là j'aurai un collègue qui va être un soutien et qui me filera ses notes et je n'ai pas nécessairement besoin de suivre. C'est pas nécessairement très confort parce que de devoir faire des choix, des fois on loupe des choses extrêmement importantes. Et c'est là qu'arrive Messaging, qui rassemble un peu une combinaison assez unique entre le son, le texte et la régulation de la prise de la parole, en fonction des choix de la personne aussi. La personne va arriver avec son smartphone en réunion. Alors, deux configurations possibles en fonction de l'attachement au smartphone qu'ont les personnes. Soit on arrive avec son smartphone seul et un petit micro Bluetooth et la parole est distribuée grâce à ce micro Bluetooth. Et le smartphone va transmettre aux appareils auditifs le son et on aura sur son smartphone l'écrit. On a vu dans la petite photo qui a été diffusée il y a quelques secondes. Ou alors, tout simplement, chaque collaborateur, chaque personne va prendre son smartphone et ça sera le micro, tout simplement. On saura qui va parler, on va pouvoir dire je te donne la parole, je t'enlève la parole, tu as un temps de parole limité. Et voilà, c'est vraiment conçu pour accompagner dans les deux modalités la régulation de la prise de la parole parce que discuter dans une réunion de manière accessible et inclusive, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Et donc, il faut changer les pratiques, il faut changer les regards et de se dire, c'est chacun son tour, on parle pas tous en même temps. La messe basse que tout le monde peut entendre, sauf la personne qui n'entend pas, est peut-être l'information la plus capitale de la réunion. Et il faut changer tous ces éléments-là, de manière à vraiment avoir accès à 100% de l'information et surtout sans s'épuiser. Parce que suivre une réunion accessible, mais sans dynamique collective, on va chercher quand même à comprendre. Et dans ces cas-là, on va se fatiguer, on va s'épuiser et on va calculer, la journée termine à 18h, à 18h30, on est dans le canapé et on ne peut plus rien faire, on ne peut pas profiter de l'après-travail. C'est ça aussi qui est extrêmement important.
Et puis, ça peut servir dans d'autres moments. La réunion informelle à la machine à café, à l'afterwork le soir avec les collègues ou dans le café où on va boire un verre et puis discuter de tout et de rien, de manière vraiment à avoir tous les moments de la vie quotidienne accessibles. C'est ça, d'élargir, c'est ce que je disais, on est sur le spectre de l'emploi, mais évidemment, on voit bien comment la solution peut être dupliquée et déclinée sur d'autres moments de la vie quotidienne. Est-ce que, juste une petite question, est-ce qu'aujourd'hui l'application et en tout cas le dispositif, vous en avez eu un retour d'expérience et ça vous a peut-être aidé aussi à le faire évoluer au fil du temps? Alors, oui, bien évidemment, on a eu des retours d'expérience. On a eu un certain nombre de bêta-testeurs qui ont déjà utilisé l'application. Il y a encore quelques petits changements à faire. Voilà, on est vraiment dans une démarche d'amélioration itérative. On met à disposition, on fait les changements, on remet à disposition, etc. Et ça nous permet vraiment de coller aux besoins de toutes les personnes déficientes auditives. Donc, on a des utilisateurs qui adorent Messaging, d'autres qui ne trouvent pas leur utilité pour des raisons XY parce qu'il manque quelque chose, il manque une fonctionnalité. Et c'est pour ça que le produit n'est pour le moment pas sorti, on va dire officiellement, et que c'est vraiment qu'une bêta, parce qu'il y a encore quelques petits changements à faire pour que ce soit parfait pour tous les malentendants et tous les déficients auditifs qui veulent l'utiliser. Merci Anne. Bon, on en discutera tout à l'heure justement des étapes d'après, de comment vous projetez 2022 avec les grandes étapes. On va terminer d'abord sur Mélissa et Raphaël avec EcoSign, qui est justement un système de transcription audio de la langue des signes. Donc, on a une détection des mouvements avec notamment une paire de gants. Comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner, parce que je sais que c'est un projet qui a tout juste 6 mois. Quelle est l'idée derrière ce projet? Comment ça va fonctionner au quotidien? Alors, donc effectivement, comme vous l'avez dit, notre problématique, c'était de permettre une communication plus fluide, plus simple pour les personnes donc, malentendantes, sourdes ou muettes. Et donc, on s'était confronté donc, à ce problème, et aussi comment on fait pour justement pouvoir permettre une communication plus simple. Donc, on avait réfléchi à plusieurs solutions. Donc voilà, en fait, la première solution que possède cette communauté, c'est aujourd'hui la langue des signes française pour la communauté française. Et donc, on a développé plusieurs solutions. Donc, notre première idée, ça a été de développer un gant. Donc, c'est une paire de gants voilà, qui sont connectés, donc qui sont composés de capteurs de flexion donc pour calculer la flexion des doigts, et aussi une petite carte Arduino qui va permettre la communication donc, avec un smartphone ou un ordinateur. Donc voilà, c'était notre première solution qu'on développe toujours. Et ensuite, on est arrivé avec une deuxième solution, donc cette fois-ci qui était fondée sur une détection via une caméra Trachten, donc une petite caméra donc, que tout le monde a dans sa poche. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que voilà, donc on détecte d'abord l'image, et on va pouvoir donc détecter les mouvements des mains et aussi l'expression du visage. Parce qu'en langue des signes française ou n'importe quelle langue des signes, tout ce qui va être expression du visage va être très important en fait pour donner en fait les émotions de la personne. Et donc tout ça en fait c'est fondé donc sur du deep learning. En fait c'est une catégorie de l'intelligence artificielle qu'on appelle en fait en français l'apprentissage profond. Du coup, je sais qu'il y a de l'intelligence artificielle dans votre projet. L'idée, c'est aussi, j'imagine, de la faire travailler. Comment vous allez ajuster tout ça? Alors justement, en fait, comment on fait pour justement, parce qu'effectivement, il faut entraîner notre intelligence artificielle. Donc comment ça marche en fait, c'est qu'on va justement on va créer une base de données en fait, voilà, de signes déjà labellisés, c'est-à-dire qu'on a donné en fait des étiquettes, par exemple, fait tel signe, on sait à quoi il correspond. Et en fait, ça va être de nourrir en fait l'intelligence artificielle avec beaucoup de signes d'utilisateurs, voilà. Donc c'est une fonctionnalité qu'on ajoutera par la suite de permettre à l'utilisateur d'ajouter lui-même ses propres signes. Mais c'est effectivement voilà typiquement en fait voilà si on prend par exemple l'exemple qu'on a fait en juin, on a environ 10 000 images pour détecter une quinzaine de signes. D'accord, donc oui, il y a énormément, il y a une base de données très très importante justement pour arriver à entraîner la machine et pouvoir faire en sorte qu'elle soit la plus efficiente possible. Merci Raphaël pour ce petit focus.
Merci à tous voilà, de nous avoir présenté un peu plus en détail vos solutions. On a pu voir en parallèle quelques petites images tirées du Handy Pitch qui permettent de mieux visualiser vos solutions. Je crois qu'on avait une petite question dans le chat de Franck pour Rémi. Est-ce que d'autres dispositifs de ce type existent déjà et sont testés ou utilisés, et quel est l'état de la recherche sur ce type de technologie? Alors, sur la technologie de substitution sensorielle, donc le fait de remplacer un sens par un autre, donc il y a des technologies qui existent, qui sont en développement pour remplacer l'ouïe par le toucher, donc pour sentir un peu l'ambiance, parce on sent le son un peu par le toucher, quand il y a une grande enceinte ou choses comme ça, et du coup, ça permet d'amplifier tout ça. Après, pour remplacer la vue par le toucher, donc il existe pas mal de projets qui sont un peu similaires, donc ils fonctionnent avec des impulsions électriques. Il y a au Japon, c'est dans la paume de la main, avec des électrodes. Il y a un projet dans le sud de la France qui existait il y a 3 ans, je ne sais plus où ils en sont. Et nous, on s'est basé sur les travaux du neurologue Paul Bakirita. Donc, il a prouvé dans les années 70 qu'il était possible de voir avec la peau. Donc, il avait fait une sorte de grosse chaise avec plein de picots dans le dos ou d'électrodes. Et après, il avait avancé le projet et dans les années 2000, il avait fait un dispositif qui était sur la langue. Donc, il y avait plein d'électrodes sur la langue et du coup, ça permettait, par exemple, de monter un mur d'escalade. Donc, je crois que il avait fait des tests là-dessus et de la communication là-dessus. Donc, nous sommes, si je ne me trompe pas, les plus avancés sur le sujet. Parce que nous, avec notre prototype, on peut se déplacer dans la rue, sur les parcs publics et en intérieur sans problème. Et à notre connaissance, il n'y a pas de projets qui sont aussi avancés que le nôtre. Merci Rémi pour ta réponse. Alors, on voit que vos projets couvrent des champs bien spécifiques, la déficience visuelle, auditive, l'autisme, les troubles de la mémoire. On est sur vraiment des champs spécifiques qui peuvent aussi parfois être complémentaires à vos solutions. Elles sont parfois aussi complémentaires. Vous avez été récompensés tous les 7 au Handitech Trophy cette année. Pour certains, vos projets sont plutôt récents et pour d'autres plus matures. On est sur des années de développement. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de savoir aussi forcément, c'est quelles sont les prochaines étapes pour vous sur l'année 2022, par exemple. Est-ce que vous avez déjà programmé un petit peu le plan de route? Est-ce qu'il y a des tests utilisateurs qui sont prévus? Peut-être un nouveau prototype, une incubation auprès d'un incubateur, peut-être une levée de fonds. Voilà. Quel est le plan d'action un peu de 2022 pour chacun d'entre vous? Je pense que tout le monde a envie de le savoir, et puis on va suivre tout ça évidemment de près. Ophélie, je te laisse me dire quelques mots sur 2022. Moi, je suis déjà en train de commencer en avance le programme de ce qui était prévu en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, j'effectue des entretiens avec des professionnels dans le secteur médical pour un peu avoir leur avis, recueillir un peu leur expérience professionnelle, et aussi auprès des aidants et proches qui ont justement un proche atteint d'un trouble de la mémoire, pour recueillir un peu leur expérience, leurs difficultés, et pour leur proposer la solution, pour voir ce qu'ils en pensent, avoir un peu des retours. Donc en même temps, je fais ma petite pub. Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage ou autre, n'hésitez pas à me contacter. C'est ça, il faut en profiter. Et sinon, suite après à cet entretien, je souhaite développer du coup mon MVP, donc le premier petit prototype. Pour le faire tester, en fait, je veux faire du développement, tester, développement, tester. Je veux vraiment, pour pouvoir l'adapter vraiment à la personne. Et justement, pour le développement, je compte peut-être m'associer avec Ozzy, le sponsor du coup de ma catégorie. Super, c'est une bonne nouvelle. Et à côté, j'essaye, il y a en tout cas l'association Handitech qui m'a fourni quelques contacts justement pour trouver des personnes pour les entretiens. Donc, au niveau des structures, en tout cas, je pense qu'on est bien accompagné après avec ce que nous offre le concours. Super, c'est l'objectif évidemment, que ce soit un tremplin pour vous tous et que vous puissiez continuer. En tout cas, c'est une super nouvelle si les choses s'amorcent déjà pour 2022 et qu'il y a déjà un plan qui se dessine et peut-être une collaboration avec le sponsor de la catégorie aussi. Donc c'est vraiment génial. De ton côté, Rémi, qu'est-ce qui est prévu pour 2022 sur le projet?
Alors, on va faire des essais cliniques long terme avec des 10 non-voyants. Donc, on va être équipés au quotidien donc pour faire du sport donc, en professionnel et puis aussi d'autres pour aller au travail et pour vivre tout leur quotidien. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tester le dispositif pour améliorer nos modèles, pour que les intelligences artificielles s'adaptent au mieux à l'environnement. J'aime pas trop utiliser le mot intelligence artificielle parce que ça veut un peu rien dire, mais en fait que le dispositif s'adapte vraiment à chaque utilisateur et aussi de pouvoir tester le matériel pour être sûr que quand on sortira le produit, donc on espère le sortir dans 1 an, qu'il n'y ait pas des problèmes au bout de 2 mois d'utilisation, 3 mois ou 6 mois. Donc vraiment un test grandeur nature sur différents environnements quotidiens. Oui, c'est ça. Donc ils vont être équipés, donc ça va être leur nouveau quotidien, ce qui va compléter la canne. Ok, super. Bon, on verra du coup, on a hâte de voir d'ici 1 an la sortie du produit. Merci Rémi. De ton côté, Adela, où en est l'application? Est-ce que toi aussi de ton côté, on va être sur du test utilisateur? Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Donc pour nous, notre première application, elle est déjà sur le store mobile disponible pour les tablettes depuis avril 2020. Ça, c'était la première version bêta. Donc aujourd'hui, on a plus de 2000 utilisateurs qui nous ont permis justement de faire des améliorations, de continuer le développement. Et ça nous a permis d'avoir donc une première version qu'on teste aujourd'hui. On fait une étude sur 2 mois, une étude d'utilisabilité avec 40 patients dans des structures médico-sociaux en France. Et donc, premier semestre de 2022, on attend les résultats de cette étude. Et ensuite, on va enchaîner cela avec une évaluation clinique vraiment sur l'efficacité pour voir quels sont les résultats d'utilisation au niveau d'amélioration de compétences. Et ça nécessite au moins 6 mois d'utilisation continue pour des groupes de groupes contrôle et tests. Et donc également pour 2022, on continue notre programme R&D justement pour continuer l'implémentation du moteur d'animation 3D. Donc ça, c'est pour obtenir plus d'émotions, plus complexes et plus de situations sociales qui seront adaptées en fonction du profil de l'utilisateur. Et finalement, donc pour 2022, on prépare une levée de fonds. Le but est de financer le plan R&D et d'obtenir les certifications afin de présenter l'application en tant que thérapie digitale qui soit disponible pour le plus de familles possible et pour des professionnels de santé également. Merci beaucoup, Adela. Bon, on va suivre ça de près, évidemment, et on espère que toutes ces actions pourront se profiler en 2022 pour Hemoface. Il y a un vrai lien avec, évidemment, le corps médical, les familles, et il y a un écosystème autour d'Hemoface qui se crée et qui va pouvoir se créer, et on l'espère en 2022 encore plus. De ton côté, Julien, je sais que tu as déjà des sponsors au niveau des banques qui te soutiennent. Donc, quelles sont les prochaines étapes là, pour toi pour 2022? Alors, déjà terminer 2021, ce serait bien aussi, puisque voilà, le trophée Handitech est donc dans la catégorie digital accessible et le trophée aussi de BPI, coup de cœur BPI France. Ça a permis d'accélérer un certain nombre de choses derrière au niveau des discussions qu'on a pu avoir et qu'on avait déjà entamées avec certains de nos partenaires. Donc, en effet, pendant l'année 2021, on avait lancé des expérimentations dans plusieurs pays, 2 qui sont officiels, qu'on peut communiquer très facilement. Donc, c'était en effet la France avec Crédit Agricole et plus précisément Crédit Agricole de Normandie-Seine en partenariat avec Crédit Agricole Payment Services. Et une autre expérimentation aussi qu'on a lancée en 2021 au Brésil avec la banque Itaú. Donc voilà, et donc du coup, 2022, ça va être la phase et l'année de forte commercialisation de ce produit, où en fait, que ce soit l'un et l'autre, il y a des souhaits d'aller plus loin pour intégrer cette solution au sein de leur banque après l'expérimentation. Donc on est en train de discuter, de réfléchir là-dessus, et donc de faire en sorte que le spectre des déficients visuels et cette population-là n'est pas accès seulement via Ensom à la solution de la carte connectée, mais y est accès via la banque qu'ils ont envie d'avoir, en fait, leur banque référente, ou pourquoi pas en profiter pour changer de banque et aller dans une banque plus traditionnelle que FinTech.
puisque tout le monde n'est pas forcément prêt à aller dans une fintech pour ce genre de produit. Donc ça sera pour 2022. Ensuite, en 2022, on a d'autres typologies de handicap qui existent. On a donc en effet le déficient moteur, on a le déficient auditif. Je crois qu'on a assez parlé de tout ça à travers les différents projets qui sont présentés ici, où on présente l'ensemble des spectres du handicap. Et aussi, on a les tutelles curatelles, etc. Et donc, du coup, 2022 va être aussi notre année pour travailler sur l'inclusion bancaire, sur ces autres typologies de handicap. On n'a pas encore choisi quel était le spectre du handicap qui allait être pas sélectionné, mais sur lequel on allait le plus travailler pour 2022, pour lancer de façon classique le MVP, prototype, et ensuite commercialisation et mise en production du produit. Donc, mais il y a 4 autres typologies de handicap qu'on aimerait bien couvrir dans l'inclusion bancaire. Et donc, 2022 va être une année charnière là-dessus pour nous, pour choisir la deuxième typologie. Pourquoi pas, si on peut le faire, deux typologies en même temps pour 2022. Donc ça, c'est ça qui va se passer. Et donc, du coup, on va voir ce que ça va donner. Et on aura d'autres aussi partenaires pour d'autres expérimentations aussi en 2022 dans d'autres pays. On a 6 pays dans le pipe en ce moment. On a l'Espagne, l'Angleterre, l'Australie, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Donc ça s'enchaîne. Et tant mieux pour nous. Et donc, du coup, peut-être que d'ici 2, 3, 5 ans, ou pourquoi pas l'année prochaine directement, on sera peut-être sponsor après de l'Handitech Trophy. Le pari est lancé là. Le pari est lancé. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, évidemment, alors, tu parles de plusieurs pays, donc il y a un vrai enjeu autour de l'inclusion bancaire. C'est aussi un atout pour les banques. Je pense que là, tu parlais des sponsors pour qui ça a peut-être été un déclic, ou en tout cas qui vont encore plus amorcer les choses sur 2022 parce que tu as remporté le concours et je sais que tu as remporté d'autres concours également en parallèle. Donc ça a pu amorcer peut-être d'autres choses en 2022. Quand je dis c'est un atout pour une banque, parce qu'il faut aujourd'hui être inclusif et proposer ce type de service à ses clients, c'est un véritable atout pour les banques. Je pense qu'elles seront nombreuses à aussi soutenir ton projet et en espérant qu'il soit implémenté dans la plupart des banques et proposé par la plupart des banques, justement pour l'inclusion bancaire et pour servir le maximum de personnes. Tout à fait. Mais en fait, c'est qu'il y a une directive européenne qui a été votée en 2019 qui oblige en fait tous les établissements bancaires à rendre leurs produits et leurs services bancaires accessibles à partir de juin 2022. La transposition en droit français n'a pas été encore faite, mais dans d'autres pays européens, ça a déjà été fait. Et donc, dans d'autres pays européens, ça va s'accélérer encore plus vite par rapport à la France, même si on aimerait bien que ce soit d'abord les Français qui déploient cette solution au plus vite possible, puisque nous sommes avec notre fierté française. Donc voilà, donc il y a cette contrainte réglementaire qui va les imposer. Et en même temps aussi, la carte connectée n'est juste qu'un seul maillon de l'inclusion financière pour les personnes en situation de handicap. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une banque, elle devra travailler sur tous les spectres. Nous, on pourra apporter pour le moment que la partie de la déficience visuelle à travers cette carte connectée. Et pourquoi pas aussi, comme je l'ai dit en préambule, d'autres spectres comme l'autisme, etc., qui ont du mal avec la lecture, etc., les dyslexiques aussi. Donc voilà. Mais on sera que sur un seul maillon en fait, de l'inclusion bancaire pour les personnes en situation de handicap. Je ne vais pas faire tout le travail. Il y a évidemment plein de sujets, c'est ça. Voilà, et notre ambition, c'est de rendre tout accessible. Donc, on a beaucoup de travail encore à faire et donc, il faut nous soutenir à fond. Bien sûr, on vous soutient. Merci Julien. De ton côté, Élodie, avec Division, quelles sont les étapes à venir pour 2022 ? Alors nous, les 2 gros projets de 2022, effectivement, c'est de pouvoir piloter, il y a le projet donc JO, et de pouvoir piloter l'utilisation, en fait, l'adoption et l'utilisation de notre appareil dans le cadre des structures d'accueil, des épreuves sportives. Et c'est pour ça que, effectivement, nous recherchons des partenaires pour le pilote, pour sponsoriser, et voilà, pour tester tout ça avant les JO de 2024. Et nous avons aussi un autre projet qui est complémentaire, en fait, c'est comme on sait que voilà, les utilisateurs vont porter l'appareil de façon très régulière,
pour faire des activités de la vie quotidienne. En fait, on est en train de développer un outil aussi de monitoring et de diagnostic de la vision. Donc, c'est comment on peut aider justement les professionnels de santé à suivre l'évolution des pathologies visuelles. Et pour nous, ça veut dire que là, on est en train de développer les tests de vue, aussi un outil qui peut prendre des photos du fond de l'œil pour pouvoir effectivement en 2022 commencer à tester cliniquement ce qu'on a développé. Donc, c'est un aspect qui pourrait être aussi utilisé là, c'est plutôt dans le cadre de la santé, mais en se disant que si je vais suivre une épreuve sportive, je peux aussi faire finalement un test de vue. Donc, ça démocratise les check-ups de la vision. Diagnostic. Autodiagnostic, justement, pour pouvoir tester sa vision et puis après utiliser du coup le casque si besoin. Donc voilà, on est sur encore de la recherche, développement sur l'année 2022, évidemment en route vers les JO 2024. Je sais que c'est l'objectif. Merci beaucoup, Élodie. De ton côté, Yann, tu évoquais tout à l'heure justement la partie de développement et de recherche continue en ajoutant des nouvelles fonctionnalités en vue des retours des utilisateurs. Quelles sont les étapes clés pour Messaging là, sur 2022 ? Alors, les grandes étapes d'après pour 2022, ça va être de faire des correctifs par rapport au son, parce qu'on s'est rendu compte que le son est extrêmement important quand même dans les publics qui étaient demandeurs de messaging. Hein. Donc, c'est des questions de millisecondes qui vont être traitées. Donc, un développement spécifique pour 2022 et une première version, on va dire, sur le marché d'ici fin de l'année. Parce qu'il y a une vraie attente et de nombreuses demandes. On s'est bien rendu compte après l'avoir présenté à Handitech que des gens nous contactaient pour savoir quand ça allait sortir et qu'ils étaient extrêmement demandeuses. Et donc, encore un peu d'attente, mais on va y arriver. Surtout qu'il y a nous, derrière, il y a un marché potentiel qui est assez énorme. Hein, on le sait, 6 millions de personnes en France, à peu près 95% de ces personnes qui vont passer soit par l'écrit, soit par l'oral, soit par l'écrit et l'oral. Donc, ça fait pas mal de monde, à peu près un marché derrière d'à peu près 2,5 millions de personnes en entreprise, rien que pour parler de l'emploi. Et surtout, c'est une solution qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, on espère aussi pouvoir se disséminer chez nos voisins européens, voire plus loin. Super. Et justement, sur la partie de l'emploi, évidemment, tous les sponsors qui étaient présents sur la partie du handicap, qui ont pu découvrir via le vote la solution messaging et lors de la cérémonie. Évidemment, elles sont demandeuses d'outils, hein, forcément, pour qu'ils puissent servir l'inclusion au sein de leurs équipes. Donc, je pense qu'ils seront ravis de savoir qu'une version arrive d'ici la fin d'année. Ils sont au courant maintenant, s'ils suivent ce live, qu'il y aura l'application Messaging qui sera disponible, si tout va bien, d'ici la fin d'année. Tout à fait. Et même si les sponsors ont besoin ou ont envie de tester en avance le produit, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Petit appel du pied. C'est ça. Il y a plein d'appels du pied, on les garde, on les note. On est entre nous, mais s'il y en a qui veulent essayer, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est une part importante, la partie de retour utilisateur, elle est évidemment fondatrice pour avancer et continuer le développement des projets. Merci Yann. Mélissa, Raphaël, sur 2022, alors vous êtes encore étudiant, vous serez encore étudiant sur 2022. Comment ça va s'orienter? Vous avez évidemment les études, je pense qu'il y a aussi une volonté de continuer à travailler sur ce projet. Comment vous allez concilier les deux? Ok. Alors, on a démarré des démarches de façon à acquérir le statut d'étudiant entrepreneur. Ça nous permettra également d'avoir un aménagement d'études pour avancer plus rapidement sur notre projet.
On a l'incubateur d'ICART qui est pas trop loin de notre école, du coup ça va vraiment nous aider à avancer. Et une fois que ce sera fait, on pourra commencer à monter notre start-up, parce que pour l'instant, on en est qu'au statut de projet. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait du coup comme amélioration, puisque le projet donc, a été commencé il y a vraiment 6 mois. On est toujours en phase de recherche et développement côté surtout technique. Donc, en fait, ça va passer d'abord par l'augmentation du dictionnaire de signes détectés. Donc, on va peut-être, par exemple, passer par justement des associations qui pourront nous aider sur ce côté-là. On va aussi, pour l'instant, on est sur une détection donc, qui se passe mot par mot, en fait. Donc, chaque mot est détecté indépendamment des autres. Donc, vraiment, le but aussi, c'est de pouvoir faire une détection qui est remise dans le contexte d'une phrase. Comme ça pourra améliorer déjà la précision. Et surtout, le plus important, ça va être surtout de développer l'application mobile, ça va nous prendre un certain temps. Mais voilà, c'est le but sur l'année 2022. Super. Le statut étudiant-entrepreneur, je rappelle, qui est porté par Pépite France. Vous avez notamment, votre trophée a été remis notamment par un instinct qui chapeaute Pépite France et qui encourage évidemment les étudiants qui souhaitent entreprendre à profiter de ce statut qui comme tu disais, ça permet des aménagements et permet de concilier à la fois les études et puis ce désir d'entreprendre que vous avez. Donc c'est top. Je suis ravie d'entendre toutes ces belles perspectives pour vous, pour 2022, et puis évidemment pour la suite des futures années. De toute façon, on vous souhaite évidemment du succès, on vous accompagne, on vous encourage évidemment dans toutes ces étapes clés. Vous allez être accompagné évidemment par nos partenaires via de différentes dotations pour que justement vos projets puissent grandir, évoluer avec toutes ces étapes qu'on a pu entendre. On a une question de Franck. Vous êtes sur des objectifs et typologies de handicap parfois similaires. Avez-vous identifié des complémentarités entre vos technologies ou enjeux qui pourraient vous conduire à des partenariats? C'est vrai que c'est une question très intéressante parce qu'on voit chaque année qu'on a des projets qui peuvent être très très complémentaires et qui pourraient, en alliant les forces, évidemment, servir encore plus de monde et allier des technologies complémentaires. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de prendre la parole sur cette question. Julien, je le vois. Oui. Donc, en effet, très bonne question de la part de Franck. Et à la suite de ce concours, en fait, nous, du côté de Ensom, on avait identifié peut-être 3 typologies de partenariats possibles. Typiquement, il y a des partenariats qui peuvent être faits pour l'amélioration des produits et des services de Ensom. Typiquement avec messaging, en fait, qui pourrait être une amélioration de la communication avec des personnes dites déficientes auditives. Mais pas que, puisque tous les sourds ne savent pas forcément lire, et donc trouver aussi un avatar. Alors, si jamais Mélissa et l'équipe, en fait, développe un avatar demain en LSF, pourquoi pas, ça pouvait être eux. Sinon, on avait identifié Cléa, je ne sais pas si vous les connaissez, avec David Ohama, qui pourrait être l'avatar, en fait, pour l'amélioration de l'accès aux services bancaires et à l'inclusion bancaire. Après, il y avait un deuxième type de partenariat qui peuvent être possibles aussi pour nous, Ensom, à travers les autres projets qui sont là. C'est que parfois, quand on voit, par exemple, la sensibilisation pour rendre un déficient visuel à travers le toucher, ça va être un accessoire qui pourra peut-être coûter cher pour un déficient visuel, au moins au prix de commercialisation, et donc trouver après des partenariats pour l'aider en fait dans sa commercialisation, et donc l'aider aussi dans le financement pour le déficient visuel à l'accès à ce produit pour pallier à son handicap. Donc ça peut être des partenariats qu'on peut développer aussi ensemble avec Ensom. Et un troisième type de partenariat sur lequel qu'on a identifié, donc du coup, il faut qu'après on rentre en contact avec ces différentes personnes. Ce sont des partenariats liés en fait à des formes de sponsoring, ce que nous on appelle du sponsoring, c'est-à-dire vous donner accès à travers notre communauté et nos clients à des produits ou à des tests ou à une expérience immersive, comme par exemple le cas d'Elodie pour pouvoir accéder à des matchs de foot pour les déficients visuels grâce à ces masques d'immersion. Typiquement, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire et faire gagner, pourquoi pas, nos clients à avoir une expérience immersive. Donc, il faut voir aussi avec Elodie comment ça peut se mettre en place là-dessus. Alors, s'ils vont au Chelsea, c'est encore mieux. Si c'est au PSG ou à Marseille, c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu ça que nous, on a identifié du côté de Ensom à travers les autres trophées et les autres prix qui ont été gagnés. Est-ce que quelqu'un d'autre a pu aussi identifier justement peut-être des complémentarités ou des envies d'aller justement
travailler peut-être sur des champs spécifiques avec d'autres projets lauréats, alors peut-être d'autres qui ne sont pas lauréats, des finalistes. Est-ce que quelqu'un... non? Pas forcément. Bon, après, vous êtes tous découverts en octobre, hein, finalement, sur la partie Handi Pitch. Vous allez avoir l'occasion de vous voir et de mieux vous connaître prochainement, parce que vous allez tous intégrer l'association de la Handitech, justement, pour profiter de tout cet écosystème. Et il y a plein de complémentarités et de choses qui vont se dessiner, justement, sur 2022. Donc, je pense que vous allez avoir l'occasion de vous recroiser et puis de découvrir aussi d'autres solutions qui pourront peut-être, comme tu disais, Julien, voilà, servir vos propres solutions et en tout cas être complémentaires sous des formes de partenariat. C'est aussi l'objectif, hein, de ce concours, que ça soit un tremplin pour vous tous et que vous soyez ensuite accompagnés de la meilleure des façons et que vous puissiez grandir sur ce marché qu'on appelle la Handitech. Donc merci à tous vraiment pour votre mobilisation tout au long des rendez-vous qu'on a pu avoir ensemble cette année. Voilà, c'était un plaisir de vous rencontrer, de découvrir vos projets. On vous souhaite évidemment du succès. On suivra de près de toute façon vos aventures. On reste en contact sur les prochains mois pour suivre un peu toutes vos évolutions et évidemment vous accompagner de la meilleure façon possible sur vos besoins. On les a tous identifiés, donc on a eu plusieurs appels du pied, donc on va pouvoir aussi de notre côté vous accompagner du mieux possible sur vos différents projets 2022. Merci à tous et à tous les spectateurs là, pour votre présence aujourd'hui, tous les collaborateurs et les sponsors qui ont participé aussi à ce concours et qui mettent évidemment la lumière sur vos projets et plus largement sur les projets liés au Handitech Trophy. On a Camille qui dit bravo à tous. Alors évidemment, tous les sponsors, les collaborateurs ont vraiment été séduits par vos projets. Je ne doute pas qu'ils vont, si ce n'est pas encore fait, vous recontacter pour travailler ensemble sur des pistes, pour vous accompagner aussi au mieux, parce qu'ils ont vraiment cette volonté de créer une société plus inclusive et d'être aussi des entreprises inclusives à différents niveaux. Donc je ne doute pas qu'il y a plein d'échanges qui vont se poursuivre sur l'année 2022 aussi de ce côté-là. Donc merci à tous d'avoir participé à cette petite conférence pour les collaborateurs. On peut se dire à très bientôt parce qu'on va suivre vos aventures. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine édition, évidemment, en 2022, parce que l'Handitech Trophy, c'est pas fini, ça revient en 2022 avec évidemment encore des surprises, des nouveautés, des nouveaux projets à découvrir. On espère que vous les suivrez aussi de près l'année prochaine. Et puis, on vous attend nombreux, mobilisés, et on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2022, au service de la tech inclusive. Donc, merci à tous les 7 pour votre présence, et on se dit à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. À tous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.